Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Scriptologie, le podcast mensuel sur l'écriture de scénarios où on va disséquer, discuter, triturer un script de fiction avec son auteur. On rentre au cœur des techniques d'écriture de nos invités et on spoil un max parce qu'on veut tout savoir de leur expérience, du chemin tortueux qui permet de passer d'une idée, une envie ou dans le cas d'aujourd'hui un besoin jusqu'à l'œuvre finie. On aborde tout dans ce podcast. Scriptology, Scriptology, c'est parti, c'est maintenant. Notre invité d'aujourd'hui va nous expliquer comment une actualité brûlante peut donner un film qui rassemble. Alors aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial parce que malheureusement, Lise manque à l'appel. Les dieux de DNA l'ont rappelé pour la journée et on ne pouvait pas faire autrement. Donc voilà, vous allez devoir me supporter moi toute seule avec mes questions bêtes. J'en suis vraiment désolée. Mais rassurez-vous, le prochain épisode, Lise sera bien là. Alors normalement, là, elle me dirait: «Mais alors Raph, qui est-ce qu'on reçoit aujourd'hui?» Eh ben, trêve de suspense, on reçoit un parrain du scénario et il nous a fait une offre qu'on n'a pas pu refuser, celui de nous parler d'un de ses tout premiers films qui a été extrêmement formateur pour lui. Alors autant vous dire qu'on va apprendre beaucoup de choses dans cet épisode. C'est un vrai honneur de l'avoir avec nous. Il a écrit une bonne dizaine de séries comme Les Oubliés, Pigalle, pardon, Les Témoins, Signature, Au-delà des murs ou encore Sambre, parmi beaucoup d'autres projets. C'est un peu, le guide spirituel de beaucoup de scénaristes, parce qu'en plus d'avoir écrit des séries qui ont vraiment marqué le paysage français, il est formateur notamment au CEA. On va en reparler, c'est Marc Herpoux. Bonjour Marc. Bonjour Raphaël, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être, avec nous pour ce troisième épisode de Scriptologie pour parler de ton film donc, L'Embrasement, un film Arte de 2006 sur les émeutes de 2005 après la mort de Bouna et Zied sont morts électrocutés alors qu'ils se cachaient de la police dans une centrale EDF. C'est un film qui revient sur le après l'incident et c'est construit un petit peu comme un polar, hein, on essaye de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que déjà tu peux nous dire, pourquoi tu as choisi de parler de cette œuvre-là? Alors au départ, le fait en lui-même vient de la productrice Fabienne Saran-Schreiber. C'est elle qui vient, vers moi, pour, faire quelque chose, elle ne sait pas encore exactement quoi, autour de la mort de Ziad et Bouna, tout simplement parce qu'elle redoute, mais c'était aussi mon cas, que Sarkozy puisse passer, ce qui a été le cas. Et elle voulait, donc à l'époque, Sarkozy était ministre de l'Intérieur. Il avait fait déjà pas mal de dégâts en tant que ministre de l'Intérieur. Et ni elle ni moi n'avions forcément envie de l'avoir comme président. Et quand on voit comment il finit, bah, on avait une bonne intuition. Et donc elle me dit, c'est inadmissible ce qui s'est passé. Elle part du principe qu'il y a bel et bien eu course-poursuite. Donc ça, elle le tient des avocats de Ziad et Bouna, donc Jean-Pierre Mignard et Emmanuel Tordsman. Et Elle les a contactés. alors, ils avaient sorti un livre. C'était une simple interview, mais dans lequel il y avait beaucoup, beaucoup d'éléments à charge vis-à-vis du ministre de l'Intérieur et du procureur de la République à l'époque. Et donc mensonge, qui dénonçait un mensonge d'État, en gros. Et c'était une interview qui était menée par Edwy Plenel. Voilà, et donc le livre venait de sortir et Fabienne donc avait lu le livre et trouvé là un objet, on va dire de dénonciation, on va dire ça comme ça, mais encore fallait-il en faire un film. Et donc là, c'est quand on lisait le livre, bah, c'était pas du tout évident que ça puisse devenir un film parce qu'il y avait pas à proprement parler de narration. C'était même pas un livre journalistique en tant que tel, où des fois il y a déjà une narration, ça dépend des livres en question, mais des fois il y a déjà une narration qui est déjà un peu là. Là, c'était juste une interview. Et par contre, en effet, il y avait un contenu, bah, c'était très exhaustif. Et donc voilà, elle vient juste avec ça et elle me dit: «Est-ce que ça te dit de faire un film là-dessus?» Le truc, c'est que il y a des conditions énormes derrière. Et moi, bah, c'est juste mon deuxième. Enfin, L'Embrasement sera donc mon deuxième film projeté, en fait. Mon premier, c'était Les Irréductibles. Et donc j'ai pas encore eu de diffusion, type Les Oubliés, de séries ou quoi que ce soit. Donc je me sens assez, alors certes, je développe Les Oubliés avec elle, et j'avais proposé un autre, scénario, pour elle, avec, pour aussi le regretté Jean-Pierre Fayer qui travaillait à Ciné TV. Et donc
elle connaissait mon écriture, elle savait de quoi j'étais capable, mais en même temps, pour moi, c'était, un challenge énorme comme deuxième projet d'avoir, quelque chose d'aussi frais, puisqu'il y avait tous les ingrédients, pour que ce soit difficile. Ça faisait que 8 mois que Ziad Bouna était mort, il y avait donc encore des familles, en deuil. Pour moi, il était impensable de ne pas les rencontrer, donc dur. Il y avait eu, des révoltes partout, en France, et particulièrement à Clichy où ça avait pas mal cramé. Donc challenge, de faire quelque chose sur la mort de ces 2 enfants avec, une ville, et même plus qu'une ville, une partie de la France, qui t'attend au tournant obligatoirement. Et là-dessus, Fabienne tenait à ce que le film, soit, diffusé avant les élections, puisque c'était qu'aussi le but, c'était de montrer, aussi de quoi était capable quelqu'un comme Sarkozy. Et donc de toute façon, la chaîne, ne serait pas partie avec un projet comme ça en pleine campagne, électorale. Donc il fallait que le film soit diffusé en janvier 2007 au plus tard, puisque ensuite on rentrait dans la campagne électorale à partir du printemps. Et il fallait à tout prix que ce soit diffusé avant. Et donc il fallait que ce soit écrit, tourné, monté. Et donc elle vient vers moi avec le livre, on est début avril et 2006. voilà, début avril 2006. Et donc moi, c'est mon deuxième projet. Heu, j'ai juste un livre d'interview, fait par Eddy Plenel des 2 avocats. Et le film doit être, pensé, écrit, tourné, monté pour, la fin de l'année 2006, en gros, pour que ça puisse être diffusé, en janvier 2007 au plus tard. Et même elle espérait et la chaîne espérait aussi que ça puisse même être, diffusé vers novembre-décembre 2006, quoi. Donc j'avais très précisément, pour que le tournage puisse se faire, au mois d'août, j'avais très précisément devant moi 3 mois, pour, penser, écrire, en gros une V1, on était début avril, il fallait que fin juin, il y ait la V1, du scénario pour pouvoir faire une V2 en juillet et que Philippe Trébois, le réalisateur, puisse tourner, en août. Autre phénomène aussi d'ailleurs, pas particulier pour moi, c'est que je ne connaissais absolument pas Philippe Trébois. C'était, le réalisateur qui était libre à ce moment-là et qui avait beaucoup de bouteilles et qui avait tout un savoir-faire, qui permettait de faire, le film au mois d'août en moins de 3 semaines, pas 3 Ouais, semaines. faut que les gens se rendent compte que quand même par rapport à des temps, normaux de films, c'est rien quoi. C'est une poussière, ça Ah, je l'ai normalement on jamais parle en Je l'ai jamais revécu, ça, de d'écrire, de devoir enfin penser, écrire, et tout en 3 mois, je il y a même des fois où je me dis: «Mais je sais même pas si j'arriverai à le faire maintenant avec, mes 25 ans d'écriture». C'était une sorte de prouesse. Et comme tu dis, ça a été extrêmement formateur parce que ça m'a obligé à faire des choix, radicaux, à la fois sur le plan de la narration, mais aussi sur le plan de la méthodologie. Et il se trouve que ces choix ont été payants. C'est pas du tout, de la prétention, hein, c'est juste un constat, les choix ont été payants. Et donc surtout que des fois, on m'encourageait à faire d'autres choses, mais ça, on aura l'occasion d'en parler après. On m'encourageait à faire d'autres choses et moi, je sentais intuitivement qu'il fallait pas faire comme ci, comme ça et qu'il fallait faire comme je le voulais. Et donc je pouvais passer pour une tête de mule et c'est pas du tout dans mon caractère, je suis pas quelqu'un qui aime imposer forcément, des façons de faire et mes choix. Mais là, c'était intuitif, j'avais un peu peur aussi, hein, j'étais un peu effrayé parce que encore une fois, le challenge était important. Donc je voulais être sûr de pas me planter et donc des fois, je disais: «Bah non, c'est comme ça qu'on va faire». Et il se trouve que ça a été payant. Donc c'est vrai que ça a été hyper formateur dans le bon sens du terme. Ça donne une confiance, quand tu as fait 3 ou 4 choix décisifs, qui se sont avérés, payants, ça te donne un peu des ailes pour la suite. Tu te dis: «Bon, ben, c'est bon, j'avais quand même un problème un peu de légitimité». 2e film, le premier n'a pas du tout marché, hein, Les Irréductibles, n'a pas du tout marché. Ça a été un échec public. La critique n'a pas été très, très dithyrambique non plus, elle était très mitigée, personne n'a vraiment cassé le film. Enfin bon, c'était considéré comme un petit film passe-partout.
Donc je me sentais pas forcément très légitime et après ce film, il y a eu, oui, il y a eu un déclic qui m'a fait dire, «Bon, bah, c'est bon, tu pas fait un truc nul», la presse était, unanime, dithyrambique. J'ai même, vraiment gardé le dossier de presse parce que bon, c'était quand même, quelque chose quoi pour un deuxième film, c'est avec tout le challenge qu'il y avait derrière donc ouais, ça a été très, très formateur, ouais. Donc c'est pour ça que tu es venu nous en parler, aujourd'hui. Alors on va commencer par le commencement, c'est la logline. Pour les petits filous qui sont pas allés voir le film, alors qu'on leur a dit. Voilà pour, replacer un petit peu quand même de quoi on parle. Donc, c'est retour sur la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois qui a provoqué les émeutes de l'automne 2005. Une réflexion sur l'exercice du pouvoir et le fossé qui se creuse entre les jeunes de banlieue et le politique. Une autopsie du drame en forme de fiction qui dénonce le mensonge d'État et explore avec acuité la crise des banlieues. Le 27 octobre 2005 à Clichy-sous-Bois, 3 jeunes garçons affolés parce que poursuivis par la police trouvent refuge dans un transformateur électrique EDF. 2 d'entre eux, Bouna, 15 ans, et Zied, 17 ans, vont mourir électrocutés. Le troisième, Mutin, va miraculeusement survivre à ces brûlures. Que s'est-il réellement passé? Le film interroge ces événements et propose, par le biais de la fiction, une réflexion sur l'exercice du pouvoir et le fossé qui se creuse entre les jeunes de banlieue et le politique. Donc là, on a tout le film qui est bien expliqué, bien raconté. Alors, tu nous as raconté un peu les coulisses, donc ce film, il a dû se faire très, très, très rapidement. Est-ce que, tu as d'autres détails sur comment ça s'est passé? Parce que b la productrice, j'imagine qu'elle a dû, avoir beaucoup, beaucoup de mal, à le monter, à avoir un budget, à le vendre à Arte. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as un petit peu, heu, Alors ouais, ça oui et non, parce que c'est quand même, Fabienne Saran-Schreiber et que c'est, une productrice absolument centrale sur la place de Paris, qui connaît tout le monde. si elle veut, ça se fait, quoi. Voilà, hein, il y a un petit peu ce côté-là. Bon, alors c'est faut pas non plus exagérer parce que j'ai eu des tas de Mais crevés. par rapport au temps de production quand Voilà, même, c'est c'est ça. peut-être C'est-à-dire compliqué, hein? que là, encore une fois, là, il y a un projet que je développe avec elle et qui a bon, pour l'instant, a beaucoup de mal à se faire. Donc on peut pas non plus dire qu'elle a toutes les portes qui s'ouvrent, il faut pas non plus exagérer. Mais bon, voilà, quand elle propose quelque chose, on l'écoute. À l'époque, c'est Jérôme Clément qui a la direction de la fiction de Arte et quand elle propose, simplement le pitch, donc ce que je viens de dire, c'est-à-dire, en fait, ce que tu viens de lire et encore ce que tu lis, c'est déjà trop fictionné, c'était vraiment juste parler de l'affaire, faire un film sur l'affaire. Bon, Jérôme Clément n'est absolument pas contre, donc il ferme pas du tout la porte. Donc quand elle vient me voir, elle a déjà une sorte de promesse tacite que si ce que je propose tient la route, ça puisse se faire avec les conditions que j'ai exposées avant. C'est-à-dire que l'idée est bien là et d'ailleurs, Jérôme Clément là-dessus est très clair et il va falloir que le film sorte avant les élections, donc que ça puisse se faire, qu'il sorte soit fin 2026, soit 2006, soit 2007. Heu, donc c'est à la balle revient dans mon camp si tu préfères. Il y a pas de problème à aller monter ça à Arte. Par contre, il y aura le budget que donne Arte. Peut-être un petit peu d'argent, ce qui a été le cas avec la Belgique, on va en parler, un petit peu d'argent, à côté, mais ça sera très, très peu et ça devra donc se tourner très, très vite. C'est pour ça que il y a pas de scénario, il y a déjà un réalisateur, ce qui est très, très rare. La plupart du temps, le réalisateur vient quand même après ou alors pendant dans une coécriture, mais là, Philippe Tribon n'a pas du tout l'intention de coécrire, il me laisse, absolument la main, mais il est d'accord sur le principe. Si le scénario lui plaît, enfin, tu vois, il y a la balle est de suite dans mon camp, en fait. Donc il y a pas ce côté, j'écris un truc et puis on n'est pas du tout dans une configuration classique, ce qui me met énormément de pression puisque, encore une fois, tout est réglé, on va dire ça comme ça. Voilà, ça se tourne en août, avec tel budget, tel réalisateur, voilà, écrit. Et même le casting a dû se faire pendant que tu écrivais, en fait? C'est alors voilà, tout va se faire pendant que j'écris. C'est-à-dire que j'ai jamais vécu ça. C'est-à-dire qu'en fait, le scénario n'est pas encore écrit, qu'on va rentrer, Philippe rentre en prépa, donc en préparation de tournage. Donc comment, tout ce qui est repérage, dépouillement, tout ça va se faire sur un traitement. Ça va pas se faire sur le scénar. Donc je suis en train parce que sinon il y aurait pas le temps. Donc en fait, je vais commencer l'écriture. Alors je commence concrètement, alors là, c'est le grand truc, je commence à rentrer un peu dans la tambouille, comment ça s'est fait. C'est-à-dire qu'évidemment,
Fabienne veut, au plus vite un synopsis, donc elle me dit encore une fois, elle me fait lire le livre début avril, vraiment première semaine d'avril, hein, et elle me dit: «Ben, il faut qu'il y ait un synopsis pour à la fin du mois d'avril, quoi, un truc qui tienne la route, qui se fasse en quelques pages, peu importe, 5 pages, 4 pages, 6 pages, mais un truc qui puisse, que je puisse proposer quelque chose à Jérôme Clément, chez Arte, parce qu'il attend lui, il doit de pouvoir donner son feu vert aussi de son côté, bon, et moi je sens que ça va pas être possible. Donc ça fait partie de ce que je disais, des challenges de dire non à certaines choses, qui sont, très compliquées de dire non. Je dis: «Mais je vais pas pouvoir faire ça, Fabienne, je sais pas encore quel film je vais faire. Donc je te promets que tu auras, si je dis oui, je te promets que tu auras les choses pour, bah, une V1, la V1 d'un dialogué pour fin juin. Mais là, je peux pas te dire en avril, je vais te proposer l'écriture d'un synopsis. Je sais absolument pas ce que je vais écrire, je sais absolument pas si je même si je vais pouvoir faire un film, en fait. Donc je voilà, je vais réfléchir au mois d'avril, je vais réfléchir et tu auras un synopsis, plus qu'un synopsis, tu auras un traitement au mois de mai pour pouvoir proposer la V1 du scénario fin juin. Mais tu auras Tu as rien de préféré prendre le temps de la voilà, réflexion et après voilà, produire un document plus rapidement. plus Voilà. rapidement. Donc ça, finalement, c'est une des décisions dont tu parlais, des choix aussi que tu as dû imposer parce que c'est vrai que perdre du temps à écrire un synopsis qui finalement, enfin si ça guide quand même pour plus tard, mais disons que c'est du temps d'écriture que tu passes pas à faire ton traitement et à écrire, le film, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, je fais donc déjà, je fais sauter un peu le côté synopsis vendeur qu'elle voulait parce qu'en fait, il y aura pas le temps. Et je me dis une chose, importante, c'est, à l'époque, tu sais, je viens de découvrir, John Truby. Alors moi, je suis un des premiers. Je l'ai su après par lui-même, quand j'ai aidé à le faire venir à Paris avec Laurent Lemarchand et Martin Brossolette à l'époque. On était 3 à vouloir le faire venir sur Paris et moi, je l'ai découvert en 2002. À l'époque, donc son livre n'existait pas, il n'avait pas encore écrit son livre. Mais j'étais donc j'ai appris par lui le premier client français, en fait, le tout premier client français. Donc Marc Herpault était le tout Il a premier. précommandé Voilà, exactement. Donc je l'avais commandé, donc à l'époque, alors attends, tiens, je pense quand même que je vais vous montrer ça, parce que c'est un collector quand même. allez, première édition. Je regardais, moi j'ai le mien derrière, hein, voilà, comme ça, Voilà. Donc c'est là, un désolé CD, pour les podcasts, ils peuvent pas voir la couverture que je suis en train de présenter, mais c'est la c'est un disque. couverture d'un CD, hein. Donc c'est un vieux CD à l'ancienne avec dedans, une double, voilà, un double. Et c'est quoi? Il lisait son livre? Non, non, il y avait à l'époque, il y avait pas de livre, c'était ses conférences, c'est son séminaire, c'est 16 heures d'écoute. Et donc il y avait, c'était l'enregistrement de son séminaire à l'époque qu'il faisait aux États-Unis uniquement et qui ensuite il va faire, pendant les Incroyable. 3 jours qu'il vient faire ici. Donc je découvre ça en fait sur un site, il a juste un site à l'époque, et ce qui va me faire ça coûtait une blinde, hein, pour le faire venir en France et cetera. Ça coûtait vraiment très cher, je ne déconne pas. Je sais plus, c'est genre, je sais plus, plus de 100 € je pense, un truc comme ça, quoi. Donc juste le CD, Ah quoi. ouais. Et mais je suis très intrigué par sa proposition qui est de sortir de la structure en 3 actes, et donc je suis très, très curieux. Il y a des petits extraits de sa méthodologie sur le site internet, et je dis ça parce que ça peut vraiment intéresser nos auditeurs, parce que c'est mes Mais débuts, hein. On est en 2002, j'ai même pas encore écrit, je crois que je suis au tout début de l'écriture je crois que si, je crois qu'il y a déjà les idées réductives. Il faudrait regarder, mais c'est vraiment dans cette période-là où que je découvre, John Truby. C'est vraiment même, on n'est pas du tout sur Amazon. Il y a Amazon, tout ça n'existe pas. C'est encore très compliqué d'aller, acheter des bien sûr. bouquins anglais, d'aller, tout ça, tu vois? On est vraiment dans une autre époque, c'est il y a plus de 20 ans, et donc je vais m'intéresser sur ce site internet, je vais m'intéresser à ce jeune, script doctor, qui est John Truby, et qui vend, comme ça j'ai envie de me former avec, d'autres choses, même s'il y a parce qu'il y a encore toutefois très peu de choses sur en France. Donc je vais essayer de me former un peu ailleurs, et donc je claque une partie de mon argent, pour faire il a mis, le CD a mis 2 ou 3 semaines à venir en France.
Beh, j'imagine et 100 € ça devait être, un gros budget pour toi à l'époque, j'imagine? C'est ça, c'est vraiment ça fait partie de ma formation, quoi. Et donc pourquoi je parle de ça? Parce qu'il va passer un grand moment sur la prémisse, qui est le premier Mmh. chapitre de son livre que tu viens de montrer, toi aussi de ton côté, qui est et à l'époque, je comprends pas trop bien d'ailleurs ce qu'il veut dire, hein. La façon dont il parle des grandes questions qu'il faut se poser sur la prémisse d'une œuvre, je, je me dis: «C'est» j'ai l'impression que c'est assez facile. En gros, il suffit de répondre à une dizaine de questions et puis l'affaire est réglée. Donc je me dis: «Ah, c'est chouette, comme façon de faire», bon. Sauf que dans ton enregistrement, justement, il précise bien, ça peut prendre des semaines, voire des mois. Alors là, je me dis: «Il y a quand même un truc que j'ai peut-être pas tout à fait compris parce que j'ai l'impression que ça peut être réglé en quelques heures» et en C'est la effet, courbe, non? Au moins tu sais, plus tu as l'impression de savoir, en fait. De il y a un peu de ça, il y a un peu de ça, ouais. Je sais plus comment elle s'appelle, mais il y a un peu de ça, ouais. Et donc du coup, je me rends compte que, non, ça va être long en effet, que les questions qu'il pose, sont longues, quasi si on y répond comme ça vite fait, c'est grotesque. En fait, il faut vraiment prendre le temps de réfléchir aux réponses en question et donc avant de me lancer, dans l'embrasement, j'ai bien conscience qu'il va falloir bien réfléchir au film que je veux faire et donc prendre le temps de cette histoire de prémisse parce qu'une fois que tu t'es précipité, il y a un truc quand même, que je veux faire passer aussi qui avec le temps a pour moi été important. Quand on commence à rédiger, ça reste dans notre crâne. On commence à fossiliser un peu les choses. Le personnage est allé à tel endroit, il a découvert tel truc à tel endroit, c'était dans le tiroir, hop, c'est inscrit dans ta tête et d'un seul coup, tu te dis: «Ah bah oui, mais le truc ça, il peut pas ne pas l'avoir parce qu'il faudrait qu'il est dans le tiroir». Et tu te poses pas la question, mais en fait, le truc, on pourrait le foutre ailleurs que dans le tiroir. Ça commence à être écrit, ça commence à être rédigé. Ton personnage, la manière d'être, de parler, de réagir, il commence à s'inscrire. Et donc, il faut faire très attention à la première version. C'est pas, c'est très difficile ensuite de déconstruire quelque chose qu'on a mis en place, y compris dans le déroulé du début, milieu, fin. Et donc, je voulais faire très attention à ça parce que justement, j'avais très peu de temps devant moi. Donc, il fallait que la première version soit pas la bonne, mais pratiquement. C'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait, plus de 50 de ce qu'on allait retrouver dans la version finale devait être dans cette première version. Donc, tant que c'est dans des carnets, des notes, une réflexion, tu te fais ton film, tu prends des notes sur un carnet, tu dis: «Ah, en fait, non, c'est pas tout à fait ça». Bah, tu déconstruis très vite parce que c'est des notes, c'est dans ta tête, c'est juste des notes dans un carnet, donc tu peux raturer, tu t'autorises beaucoup plus de choses. Tu as pas passé non plus trop de temps, tu as passé peut-être 3 heures à essayer de faire ton truc, ça marche pas, c'est 3 heures de remis en question, ça va très, très vite et il y a pas de censure. Quand tu as passé 3 semaines à pondre ton truc, que tu dois le déconstruire, il y a une petite voix qui dit: «Putain, quand même, c'est 3 semaines de boulot» et donc tu as moins envie de déconstruire. Tu t'autorises beaucoup moins de choses. Tu t'autorises beaucoup moins de remises en question. Donc ça, j'en avais conscience et heureusement, parce que je pense que c'est ce qui a permis à ce film d'exister comme il existe. Et donc, du coup, d'où le fait de dire à Fabienne, ce qui était vraiment pas facile, hein, de lui dire: «Tu n'auras rien, le 1er mois» et derrière, il y avait ensuite tout ce travail qui, pour moi, devait aller ensemble, ce travail de documentation. Et là aussi, ce travail de documentation, c'est aussi quelque chose qui m'a ensuite, pas mal aidé pour d'autres projets dont, Sambre. Je conseille là aussi de ne pas partir sur: «Je vais me documenter et ensuite je vais trouver le film» et non, faut faire l'inverse. Tu trouves d'abord le film. Alors évidemment, il te faut un minimum de documentation pour pouvoir, avoir des idées, mais un minimum. C'est-à-dire, en gros, tu lis quelques articles, tu lis un peu deux trois choses, tu as une idée de ce dont ça va parler et ensuite, tu essaies de trouver ton film et en fonction de ça, tu vas aller faire la documentation qui est nécessaire. C'est-à-dire, en fait, tu vas partir: «Je vais avoir besoin de ça pour raconter mon film» et donc aller chercher la documentation dont j'ai besoin. Et pourquoi c'est important? Parce que quand tu vas aller chercher la documentation, cette documentation, elle va t'amener sur d'autres documentations, d'autres informations et tu vas pouvoir faire un tri. «Ouais, ça, c'est peut-être très intéressant, mais j'en ai pas besoin» et donc
je mets ça de côté. Ça te fait gagner Et du ça, tu temps. dirais que c'est par rapport au temps que tu avais, où tu as été obligé d'utiliser cette méthode ou c'est une méthode que tu préconises, Non, même c'est si une tu méthode as que je 15 ans de chrono? préconise, tout le temps. C'est-à-dire que j'en ai eu conscience au moment de faire Sambre, peut-être à cause de la pression, peut-être aussi à cause de cette histoire d'obsession de faut que je trouve la prémisse, mais encore une fois, c'est vraiment quelque chose pour ça que je dis ça a été formateur, c'est vraiment quelque chose, je sais que là, j'ai fait des bons choix, qu'ensuite j'ai gardé. Peu importe les histoires, j'ai gardé cette façon de faire parce que elle est venue à ce moment-là, elle est venue au moment de l'embrasement. Je me suis rendu compte que ça m'avait fait gagner du temps, de l'énergie et que j'avais aussi, ben, été beaucoup plus clair sur ce que je voulais. C'est-à-dire que ça m'a obligé à dire: «Voilà ce que je veux faire et voilà ce que je ne veux pas faire». Et donc ça a joué sur en effet, sur la documentation. Je pense que si j'avais pas eu cette pression, peut-être que j'aurais été tenté de partir sur: «Oh ben, faut d'abord que je me borde avant de partir sur le projet» et en fait, ne jamais réussir à le film n'aurait pas été meilleur et je me serais peut-être perdu parce qu'il y avait 50 000 trucs, à traiter et quand on part du réel, le réel est complexe. Donc il ouvre plein, 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 plein de portes et si tu n'as pas ton sujet, tu te perds au milieu de cette documentation et donc ça serait c'est valable pour tout. C'est-à-dire tu veux faire un film historique, oui, mais une période de l'histoire, il y a 50 000 trucs à traiter et peut-être même autour d'un personnage. Il y a 50 000 trucs à traiter autour de ce personnage. Donc c'est horrible si tu commences à partir dans «faut que je sois bien documenté avant d'avoir le film», mais tu l'auras jamais ton film. Parce que tu vas en fait commencer à étudier 5, 6, 7, 8 films possibles. Donc c'est interminable. Donc vaut mieux avoir de quoi je veux parler, c'est quoi le sujet, c'est quoi ma prémisse et ensuite je vais chercher la documentation. Donc dans ce mois d'avril, il y avait d'abord trouver le film que je veux faire pour ensuite trouver la documentation pour pouvoir ensuite le rédiger au mois de mai. Toute la documentation, Donc c'est je rappelle, juin, on a la V1. la PA et c'est complètement ouf et c'est pas fini parce que c'est un projet C'est un film interminable. quand même parce que les gens vont peut-être penser que le film, il fait 50 minutes ou je quoi le film fait 1h20. Ouais. Je précise quand même. Oui, oui. Ouais, c'était un unitaire, vraiment un unitaire, à l'époque, on dit 90 minutes et si d'ailleurs il fait si peu, c'est parce qu'il y a pas de thunes et qu'il fallait le tourner, mais super vite parce qu'après le tournage, ça a été, Ah oui, quelque parce qu'il chose faut les pour, tourner après et les voilà. 90 minutes. Il s'est fait grosso modo sur, ouais, à peu près un peu plus de 2 semaines. Un peu plus de 2 semaines, quoi. C'est là, je parle du tournage, quoi Bien et donc oui, voilà, donc du coup, ça s'est fait comme ça, petit à petit et trouver le film, ça a été la partie les 2 premières semaines d'avril et là, il y a un point, alors je pense que c'était une de tes questions sur la structure particulière du film alors et attends, on vas-y, anticipe les vas-y. questions. Vas-y, vas-y. Alors attends, d'abord, moi j'ai une question qui me vient, qui est, mais, pourquoi toi? Alors, là, j'avoue que c'est vraiment quelque chose d'un peu Et pourquoi particulier. toi tu as accepté le projet aussi? Parce que tu aurais pu dire: bah, je suis trop vert, je le sens pas, c'est pas possible, quoi». Alors écoute, sur le pourquoi on est venu me chercher moi, j'avoue que c'est une réponse que je n'ai pas. Je pense que c'est vraiment lié à Fabienne, oui, Vous avez des Fabienne problèmes de Parenchère relation? qui oui, qui est vraiment, et puis à l'époque Jean-Pierre Fayard aussi, c'est vraiment des gens qui apprécient, ma façon de travailler, ma façon d'écrire, et cetera et je pourrais pas en dire plus et à ce moment-là, j'accepte aussi un peu le challenge. Parce que c'est vrai qu'elle me dit, je pense qu'elle avait d'autres personnes en tête si jamais je disais non, mais elle me dit elle tente, est-ce que ça te dirait et cetera? Maintenant, pourquoi moi je prends, je suis trop vert et cetera? Oui, ça fait partie des vraies questions que je me pose au début des 2 premières semaines d'avril. C'est pour ça que je lui dis pas: «Oui, oui, j'y vais, tu as un synopsis, à la fin du mois d'avril». Absolument pas. Je dis: «Il faut que je réfléchisse, il faut que je vois, le film, quel film je veux faire, est-ce que j'en suis capable?» et cetera et cetera. C'est vraiment, quelque chose et j'aurais pu très bien dire le 15 avril, «Désolé», ça faisait partie aussi du pari qu'elle était en train de faire. Elle prenait quelqu'un qui avait dit un faux oui. Un faux oui. Oui, je veux bien, mais il faut voir et je lui ai fait la promesse que si vraiment je le sentais pas ou que je trouvais pas le film,
mi-avril au plus tard, je disais non, pour qu'elle puisse vite trouver quelqu'un d'autre, qui accepterait un challenge avec 2 semaines, en moins, par Ah oui, la rapport. pression, elle est folle parce que si tu dis non, tu lui fais perdre 2 semaines, quoi. Ouais, 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 C'est fou. ouais, et en même temps, alors après moi, bah, j'ai vraiment envie de le faire parce que je trouve que c'est un super beau sujet. Pour un deuxième film, putain, on m'offre un truc, voilà, Ouais, c'est dur de ouais, terminer. tu vois? Arte qui est là, qui est prêt à y aller, on tourne en août, je m'entends bien avec Philippe, alors qu'on ne se connaît pas. Je me dis: «Putain, ce serait vraiment trop bête», donc c'est vrai que pendant les 2 premières semaines, je vais réfléchir qu'à ça, ça va être mon obsession jour et nuit, trouver le film. Et le film, il va être trouvé avec, voilà, c'est le truc, le déclencheur. Je sais que ça fait vraiment très, storytelling, mais c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. J'étais dans mon canapé, j'avais devant moi, un mur de DVD que je n'ai plus parce que tous mes DVD ont fini dans des petites pochettes, mais à l'époque, j'avais vraiment un mur de DVD comme ça, devant moi et je regarde, mais en fait, je regarde sans regarder. C'est-à-dire que je suis en train de réfléchir, au film que je pourrais faire, et à se dire: «Est-ce que je vais pouvoir le prendre?» et cetera. Puis il y a les DVD qui sont devant moi comme ça, je suis allongé sur mon canapé et d'un seul coup, il y a un DVD que mon cerveau va trier, va sortir, qui est JFK de Oliver Stone. Oliver Stone, ouais. Et là, putain, là, il me vient le truc. On part du mensonge de Sarko et du procureur de la République et un personnage, alors je ne sais pas encore lequel, je ne sais pas si ça va être l'avocat, autre chose, je ne sais pas encore. Un personnage équivalent du procureur Garrison va démonter et on va faire des retours sans arrêt sur la scène en flashback et va complètement démonter. Donc on démarre, tout le monde est d'accord pour dire, c'est Harvey Lee Oswald, c'est lui, il est le seul tireur et cetera, c'est lui qui a fait le coup et cetera et cetera et ensuite on va démonter le truc pour dire: «Mais non, 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 ça tient pas, ça pourrait être un tel, ça pourrait être un tel, ça pourrait être et lui, c'est peut-être qu'une marionnette» et cetera. Tout le film, et là je me dis: «Bah, je vais reprendre exactement cette structure. Le mensonge de Sarko, c'est la version officielle, c'est ce qui est dit sur tous les plateaux télé. Il n'y a pas de course-poursuite, il n'y a pas de course-poursuite. Ces jeunes sont partis comme ça, la police ne les a pas traqués, la police ne les a pas traqués, et cetera. C'est dit par le ministre de l'Intérieur, par le procureur, et cetera et on va d'un seul coup, j'ai un truc, ça devient un mensonge d'État. C'est plus la mort de simplement, 2 jeunes garçons avec, tout ce que ça a d'horrible et d'injuste, et cetera, parce que ça, je voyais pas comment je pouvais faire un film là-dessus et ça devient un mensonge d'État avec un personnage avec un côté assez ludique, comme il peut y avoir dans JFK, de voir quelqu'un qui déconstruit littéralement le récit officiel pour à la fin dire: «Tout ça ne tient pas, on nous ment» et cetera et cetera et donc d'un seul coup, je commence à avoir une structure, tu vois? Un déroulé structurel qui se met en place. Alors je sais pas du tout encore à je sais très bien qu'on va démarrer avec, l'incident déclencheur, ça, je commence à l'avoir, c'est le héros, le protagoniste qui va dire: «Mais ça tient pas». Exactement ce qu'il y a avec le procureur Garrison qui dit: «Mais ça tient pas ce truc-là». Bon et à partir de là, boum, il va y avoir une structure, une action centrale qui va être essayer de démonter le discours officiel, mais je ne sais pas encore du tout à quoi va ressembler le climax. Ça va venir beaucoup plus tard. Ça va venir justement avec la documentation. Mais l'élément va voilà, je commence à avoir un déroulé, donc je commence à avoir un film, je commence à avoir, une sorte de personnage abstrait, un personnage conceptuel, mais je commence à avoir un La porte déroulé. d'entrée. Voilà, j'ai la porte d'entrée, j'ai le point de départ et donc c'est à partir de là que je vais commencer à dire à Fabienne, bah, ça je lui fais ce pitch-là et je lui dis: «Mais tu auras pas pour autant le synopsis en temps voulu, mais tu as le pitch, voilà, tu peux déjà dire à quoi ça va ressembler, puis après, ben, faut que je me documente» et je commence seulement véritablement ma documentation en dehors du livre. Évidemment que ça, j'ai lu de suite le livre, l'interview d'Edoui Plenel de Jean-Pierre Mignard et de Tranchemane, ça fait vraiment partie du point de départ. Mais ensuite, je ne fais pas de documentation. Je cherche à partir de ce livre la construction que je vais avoir. Donc ça va être JFK qui va m'amener la clé du truc et après je vais commencer à faire ma documentation en fonction de ce voilà, de ce récit qui va devoir se déstructurer, se déconstruire et cetera. Oui, c'est un petit peu destructeur et là, tu as fait le choix de faire venir un personnage extérieur que tu as créé, j'imagine, le journaliste belge, heu et pourquoi on ne suit pas que les avocats alors? Pourquoi tu avais besoin de ce personnage? Alors, j'avais un problème avec les avocats, c'est que les avocats, on n'est pas aux États-Unis. Un avocat n'enquête pas.
voilà, il a pas le droit de le faire. Il y a subordination de témoins s'il le fait, donc et c'est mieux, hein, c'est mieux en France que ce soit comme ça. Bon, aux États-Unis, il y a pas de subordination de témoins. Un avocat peut enquêter, un procureur peut enquêter. Là, c'est pas pareil. Il y a une enquête qui s'ouvre, mais l'avocat, lui, il fait rien sur le terrain. Donc c'était un peu compliqué de le prendre lui, parce qu'en fait, lui, il est arrivé une fois que tout est déjà, par terre. Ah oui. Ah, lui, il est là pour défendre les victimes. Donc je me dis ça voilà, c'est sûr qu'aux États-Unis, l'avocat était envisageable, mais en France, c'est pas le cas. Et ensuite, j'ai un problème. Je sens que j'avoue que là, il y a la documentation va jouer un rôle. C'est que je me dis alors ça vient de je me dis: «Ça pourrait être un journaliste», puisqu'en fait, dans le livre, c'est Edwy Plenel et cetera, qui donc ça pourrait être un journaliste qui commence donc je commence à rencontrer un paquet de journalistes d'abord. Vraiment, ça va donner lieu à plein de scènes, que tu parleras peut-être après, mais en effet, on voit les journalistes, il y a pas que le journaliste, protagoniste, on voit un peu le rôle des journalistes, à ce moment-là. Je commence à rencontrer plein, je sais pas combien j'ai rencontré de journalistes, et le personnage de Thierry Godard, je sais déjà il va falloir que je passe par un personnage ce que Deleuze appelle un personnage conceptuel. Il va falloir que je passe par un personnage conceptuel, il va y en avoir 3, hein, dans l'histoire, mais ça va venir au fur et à mesure, ça va se faire tout seul. Il y en a 3, il y a le journaliste Thierry Godard, il y a la flic, c'est un personnage conceptuel qui représente plein de flics, et il y a Ahmed, le petit jeune de banlieue, qui, lui aussi est un personnage conceptuel et qui va être une voix, à travers tous les jeunes que j'ai rencontrés là-bas à Clichy. Donc ça, ces 3 personnages sont des personnages inventés qui me sont nécessaires pour ne pas démultiplier les personnes que j'ai vues, que j'ai rencontrées, pour maintenir un minimum une unité d'action. Maintenant, il y a Donc très, ceux-là, ils très sont là pour représenter, quelque chose, quoi. exactement. Maintenant, j'insiste là-dessus, il y a quelques scènes inventées, mais contrairement à Sambre, où il y a beaucoup d'inventions, là, ici, c'est absolument pas le cas. Beaucoup des scènes qu'il y a dans le film sont des scènes qu'on m'a racontées ou que j'ai vues, auxquelles j'ai assisté, et cetera, et cetera. Il y a très, très peu d'inventions, même malgré ces 3 personnages conceptuels. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses que fait Thierry Godard qui ont été faites par 4, 5 journalistes différents, mais qui ont eu lieu. C'est pas le personnage de Thierry Godard. Ce que me raconte, enfin, ce que vous voyez avec la flic, c'est des choses qui ont vraiment eu lieu. Il y a très peu de scènes qui ont été inventées. Donc ça va se faire au fur et à mesure. La création de ces personnages, conceptuels va se faire au fur et à mesure. Et la documentation, donc, va se faire petit à petit à travers, bah, je vais avoir besoin je vais avoir besoin de choses, et c'est en ayant besoin de choses que je vais rencontrer, donc en l'occurrence autour des journalistes, que je vais rencontrer le fameux Bondi Blog, et c'est de là que va venir le personnage de Thierry Godard, et donc je vais me dire: «C'est lui, ça va être lui le protagoniste plutôt que l'avocat, plutôt que quelqu'un d'autre». Ça vient du Bondi Blog. Il y a au moment des révoltes de tous ces jeunes en France, il y a donc des Suisses, désolé, c'est la Belgique qui a donné l'argent, mais des Suisses, qui ont décidé de s'installer à Bondy. Philippe Tribault a tourné l'arrivée de Thierry Godard dans l'hôtel quand il arrive. C'est le même hôtel, vraiment, c'est l'hôtel dans lequel étaient installés les journalistes, pour dire l'authenticité du truc. C'est l'hôtel dans lequel étaient installés les journalistes suisses. Donc ils se relayaient, hein, ils avaient toujours la même chambre, ils se relayaient et ils faisaient, c'était les débuts, hein, des blogs, c'était les débuts. Et ils faisaient comme ça, donc ils écrivaient une page par jour sur ce qui se passait, la température de l'extérieur, hein, des Suisses, la température de ce qu'il y avait en France. Et donc là, je commence à lire le Bandy Blog, et je me dis: «Waouh! Mais c'est d'enfer, quoi». La Tu un regard extérieur, tu as un regard, ce sont des gens qui parlent le français, mais qui ne sont pas français, et qui donc nous regardent en France. Et je me dis: «C'est ça qu'il faut». Il faut quelqu'un qui soit de l'extérieur, quelqu'un qui soit pas français, pas les journalistes français que j'ai rencontrés, qui Mmh. restent français, qui ont donc une orientation plutôt à gauche, plutôt à droite, mais une orientation, qui ont pas cette espèce de neutralité. Là, cette espèce de neutralité m'intéressait énormément, c'était très factuel, et je me suis dit, voilà, au départ, donc je me dis: «Le Mais journaliste». c'était vraiment d'arriver sans a priori et de découvrir, avec des yeux, frais, l'histoire. Exactement. Ce que moi je voulais faire avec ce film. Je me dis d'un seul coup, je me dis: «Là, il y a un point de vue, il y a un regard. Je dois faire comme si j'étais ces journalistes du Bondi Blog,
j'écris et je pose un regard et du coup, évidemment que je sais que ça va dénoncer, je viens de le dire, là, ça sera une déconstruction du discours officiel, ça c'est clair et puis, le film est à charge sur Sarko et voilà et je regrette pas encore une fois au vu de ce qu'est devenu ce personnage C'est donc clair, c'est assumé, il y a voilà. pas de Mais après le reste, je voulais sur la question de la police, la question des jeunes de cité et cetera. Je voulais avoir un regard un peu, voilà, un peu extérieur, essayer de me dire je développe un esprit critique et j'essaie de pas avoir trop d'a priori, sur le sujet. Donc là, d'un seul coup, ça m'offrait ça et je me suis dit: «OK, ça sera un journaliste suisse au départ, ça sera un journaliste suisse qui va être le protagoniste de l'histoire». et est-ce qu'il y a une volonté aussi de se mettre, face aux médias, français, parce que tu parles de blog, le journaliste suisse, pardon, le journaliste belge dans le film, je me souviens plus pour quel journal il écrit, je sais plus si on en parle ou pas. Mais est-ce qu'il y a cette volonté d'être face à, TF1, Le Parisien, des journaux, plus officiels ou Je on dit non, mainstream aujourd'hui et je le vois pas comme ça. Je le vois pas comme ça parce que je le vois comme étant ils sont face au discours officiel. Alors c'est sûr que là, ils relaient le discours officiel, ça c'est certain. oui, c'est ça, c'est que les journalistes, de TF1, ils relayaient le discours officiel, sans filtre, quoi. Donc du coup, ça leur retombe un peu dessus. C'est clair que le film est en train de dire, «Vous avez tort de relayer comme ça», mais là, on continue à avoir ces problèmes-là aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a une télé qui relaie un discours officiel, peu importe des fois presque la vérité. C'est la post-vérité, elle n'est pas que sur internet, hein. On nage dans la post-vérité aujourd'hui. Donc, oui, c'est sûr que ça relaie un discours officiel et le discours officiel, des fois enfin moi, je sais que ça continue à me faire tomber. Parce qu'on reste sur le sujet de l'embrasement, hein, mais quand on dit: «Il y a pas de violence policière dans un état de droit», blablabla, c'est quand même le président, de la France qui le dit au moment des gilets jaunes. C'est quand même un peu ouf parce que tu vas sur internet, tu ne vois que ça, et à l'époque, il y a pas l'IA, hein, donc on sait que tout ça est véritablement, ce sont des vraies images authentiques. Tu as des témoignages de journalistes qui ont failli perdre leurs yeux, de journalistes, on parle pas que des émeutiers, on parle des journalistes, quoi, qui veulent relayer le truc et on voit les images de flics qui brandissent leur LBD, sur le journaliste en question. Enfin, c'est quand même ouf parce que tu as ça dans certains pays, mais la France, tu vois pas la France aller là-dedans. Donc la moindre des choses, tu te dis: «Bon, bah, là, il va y avoir le ministre de l'intérieur, je sais pas quoi, tout le monde va recadrer tout ça». Non, pas du tout. Le ministre de l'Intérieur dit: «Ils font un travail formidable». Le président de la République dit: «Il n'y a pas de violence», arrêtez d'employer ces termes, il n'y a pas de violence policière. Tu as quand même, heu, Jacques Toubon, c'est pas un gauchiste Jacques Toubon, qui fait un rapport où il parle de violence policière et il dit: «La violence est systémique». Son rapport est enterré. Donc là, en effet, oui, il y a un problème. Le problème, il est pas tant, lié, tu vois, à une profession. C'est ça qui m'intéresse et moi, j'ai beaucoup de respect pour le journalisme, alors vraiment beaucoup. C'est hyper important, c'est le 4 pouvoir et cetera. Ça fait partie de la démocratie. Quand on commence à avoir du journalisme qui devient de la propagande et qui commence plus ou moins à fermer les yeux ou à là, ça devient un vrai problème et bon, bah, donc oui, il y a un moment, qu'est-ce que fait ce journalisme-là que pour moi, j'ai plus envie d'appeler ça comme ça, commentateurs, propagandistes, je sais pas comment on peut les appeler, mais en tout cas, ils sont là pour relayer un discours officiel et peu importe la vérité. Donc oui, là, en effet, il y avait ce problème-là, mais tous les gens que j'ai rencontrés n'étaient pas non plus là-dedans, pour être honnête, hein. Il y avait plein de journalistes, vraiment, France 3 et cetera, qui étaient là en train de me raconter ce qui se passait et ils étaient pas forcément, ils avaient un esprit critique par rapport au discours officiel. Donc c'était plus ça le jeu, c'était plus de mettre et d'où l'intérêt de prendre encore une fois quelqu'un qui venait de l'extérieur. Ça permettait de dire: «On va déconstruire le discours officiel» et dedans, oui, il y aura une déconstruction aussi d'une partie d'un certain journalisme que je crédite pas. alors donc tu avais, ta porte d'entrée et ton personnage principal qui va nous guider, vers cette déconstruction. C'est quoi le next step? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est à ce moment-là que tu fais un travail finalement de journaliste presque où tu Très as clairement. l'aide, Très clairement, ça va être ça. Ça va être rencontrer un paquet de gens. C'est-à-dire que je ne vais pas évidemment me contenter du Bondi Blog. Je lis à côté évidemment des bouquins de sociologie et cetera pour, essayer d'avoir, quelque chose de très clair dans le crâne sur ce que je vais pouvoir raconter, des chiffres, savoir exactement ne pas partir sur des
des a priori personnels, essayer d'avoir quelque chose de plus clair possible, mais ensuite l'étape suivante, ça va être de rencontrer les vrais gens. Parce que ça, c'était, impensable pour moi de pouvoir écrire, sans rencontrer, donc évidemment la famille, de Zied et Bouna, rencontrer le jeune Muettine, le survivant avec son père, de rencontrer le maire de Clichy, de rencontrer les jeunes, qui vivent à Clichy. Donc en l'occurrence, il y avait une association, Assez le feu, Mort pour rien, il y en avait 2. Assez le feu, Mort pour rien, il y avait les 2 associations. Donc je rencontre évidemment les gens qui font partie de cette association, qui connaissaient personnellement, c'était des amis de Ziad et Bouna, c'était ce qu'on appelait à l'époque les grands frères. Il y avait aussi les petits frères, hein, il y avait les 2. Heu, des gens vraiment formidables, je tiens vraiment à insister là-dessus, et il va y avoir la question de la police. Alors évidemment, aller voir la police de Clichy. Alors là, beh, évidemment, ils vont me dire non, hein, ils veulent absolument pas, mais ça dit des choses. Pourquoi vous voulez pas me parler? Ça dit quand même des choses. Donc tous les autres ont accepté. Les journalistes que j'ai rencontrés de peu importe, encore une fois, il y a eu Libé, France Télé, enfin il y en a eu un paquet, hein, je sais plus combien. J'ai rencontré 2 journalistes, je les ai rencontrés personnellement pour parler de comment ça s'est passé, leurs papiers et cetera sur, pe pe pendant les faits. J'ai rencontré donc les habitants, j'ai rencontré les familles, enfin bref, les seuls qui voulaient pas me le maire, enfin les seuls qui voulaient pas me rencontrer, c'était évidemment le commissariat, ça dit plein de choses. Moi, je voulais à tout prix avoir quand même, le discours d'un commissariat et cetera, donc j'ai été à Seine-Saint-Denis et donc j'ai pas rencontré le commissariat de Clichy, j'ai rencontré le commissariat de la Seine-Saint-Denis et qui ont accepté, eux, parce qu'ils étaient pas impliqués, dans l'affaire, ils ont accepté de me rencontrer, donc j'ai rencontré évidemment aussi des policiers et la policière va être directement inspirée de la personne d'une personne que j'ai rencontrée, qui m'a beaucoup, beaucoup parlé, qui était en fait une flic de la Seine-Saint-Denis. Voilà. Donc j'ai pas rencontré évidemment les policiers de Clichy. Mais c'est eux qui ont pas voulu. Autrement, moi j'étais prêt à les écouter et avec une grande neutralité. Et d'ailleurs, je pense que ça se voit dans le film, je ne traite pas du tout les flics comme étant des abrutis ou quoi. Après derrière, il y a des propos qu'ils ont tenus, donc je les mets. Puis il y a des propos qui étaient aussi dans les procès-verbaux et cetera. Donc là, bah oui, il s'agissait de les mettre aussi. Donc voilà. Et tu poses quoi comme question quand tu rencontres la famille, de Zied ou de Bouna? Là, je sais même plus pour être franc. Il y a des Est-ce fois que où il y tu viens avec des questions à poser ou tu te laisses, embarquer par, alors ce qu'ils te racontent? Tu comment non, tu je le fais, viens quoi? il y a un petit peu des 2. Il y a un petit peu des 2. C'est un petit peu ce que tu fais là avec une interview, hein, c'est la même chose. C'est-à-dire que tu viens quand même, tu as un plan, d'où le fait, encore une fois, de ne pas partir, avec rien dans le crâne, parce que ou trop large, parce que du coup, tu sais plus et tu vas te laisser embarquer trop par ce que la personne, veut te raconter. Donc, d'où encore une fois le fait d'avoir quand même une prémisse avant d'aller faire de la doc. C'est vraiment pour moi, je trouve ça très important d'avoir, de savoir quel film tu veux faire, avant d'aller chercher la documentation. Après évidemment, il faut rester ouvert. La personne commence à te raconter, donc elle te raconte déjà ce que toi, tu as besoin d'avoir pour dérouler ton truc, donc ça, c'est déjà très important et la personne est en train de te raconter des scènes qu'il va y avoir dans le film, hein. C'était ça l'idée, hein, c'est bon, bah, ça oui, ça bon, ça non, elle est en train de me raconter ça, mais ça je vais pas pouvoir mettre ça dans le film. Donc c'est vraiment comme ça que je le vois, hein. C'est de la source, de la ressource pour le film. Ça peut faire une belle scène, ça sera et cetera. Bon et puis ensuite, il y a, bah, des imprévus. Il y a un moment, il y a une digression, ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu avais en tête et en même temps tu te dis: «Ouah, là ça peut être intéressant», tu commences à voir un truc. Là, faut presque se fier vraiment à de la dramaturgie, du cinéma pur. C'est-à-dire d'un seul coup, tu dis: «Ça peut faire vraiment l'objet d'une scène». Je sais pas si elle y sera, mais ça peut faire vraiment l'objet d'une scène. Donc d'un seul coup, tu commences à poser un petit peu plus. Est-ce que tu peux m'en dire un peu? Ça faisait pas partie de ton plan, mais d'un seul coup, tu dis: «Bon, vas-y, dis-moi un peu là, ça là, mais comment tu es arrivé là? Comment tu essaies de savoir les rapports de cause à effet qui vont faire que la scène va pouvoir exister dans le film?» Et malheureusement, il y a quelques scènes, je les ai plus en tête pour être franc, il y a quelques scènes qui ont sauté parce qu'il y avait pas la place de pouvoir les faire rentrer quand même dedans. Mais il y a des choses qu'on m'a racontées où je me disais: «Bon, ça aurait été vachement bien si j'avais pu le mettre». Bon, mais justement, des fois, il y a des pas de côté, tu sens que tu risques trop d'aller vers du hors sujet ou alors, le film va être trop long, on n'aura pas le budget. Enfin, il y a plein de paramètres qui font qu'à un moment, il y a des tas de choses qui sautent. Mais l'idée était vraiment, oui, d'avoir, de les questionner par rapport au film que je voulais faire. Donc les questions étaient très, très orientées,
Mais dedans, il y a eu une pépite, la fameuse pépite, c'est le climax avec, Muettine. Ça, c'était pas du tout prévu, je savais absolument pas comment ça allait se terminer et là, c'est Muettine qui me raconte, surtout que Muettine n'était pas bavard. Enfin, tu me diras, les familles des victimes, je les comprends, hein, c'était pas bavard, hein, c'est pas là. C'est Kaka Traoré Ils qui étaient quand même enthousiastes à l'idée qu'il y ait ce film? Ils avaient envie qu'on parle de leur histoire ou ils étaient méfiants? ça a été vraiment le grand truc, avec Fabienne, Philippe et moi quand je me souviens la première fois qu'on est allé les rencontrer, qu'on est allé parce qu'il y a eu plusieurs sessions, hein, évidemment, hein, ça s'est pas fait en une fois, mais la première fois, c'était capital. La première fois, c'était l'image et là, on a été aidé par le maire de Clichy. Tous ces personnes aimaient beaucoup leur maire et donc le fait que le maire nous présente, que ce soit lui, que ça passe par lui, donc ça a été dans l'ordre, hein. Le maire nous a Mmh. présenté à Assez-le-Feu et Mort pour rien et ça nous a ouvert les familles, tu vois? C'est-à-dire d'un seul coup, il y avait un crédit. Bon, c'est pas nous qui débarquions comme ça et ça, pour le coup, ça a été Mmh. pensé dès le départ, hein. Ça a été pensé, c'est pas nous qui débarquions comme ça. Il y avait la question du maire, la question de l'association. D'un seul coup, on était validés, ces gens-là, valent la peine que vous les écoutiez. Après, vous décidez si vous avez envie, pas envie et cetera, mais ces gens-là valent la peine que vous les écoutiez. Donc après, c'était à nous de faire attention à ce qu'on allait dire et cetera et bon, on s'est pas caché qu'on avait envie de démonter le discours officiel, puisque de toute façon, c'était dans mon pitch. Donc je ne les ai rencontrés qu'une fois que j'ai le film, encore une fois. Donc mon propos était toujours celui-là: on va démonter le discours officiel. Donc ils en avaient fortement envie parce que c'était une insulte et un crachat à longueur d'antenne quand ils allumaient leur télé quand même. Donc c'était quand même, difficile. Donc il s'agissait que la télé répare ce que la télé est en train de faire. C'est un peu ça, hein et en ce moment, même encore aujourd'hui, il y a pas quand on dit la télé, c'est pas très vrai. Il y a des télés et il y a des télés qui démontent des télés. Mmh. Voilà, donc et des fois à l'intérieur d'une même chaîne, c'est très bizarre. C'est une émission qui démonte une autre émission à l'intérieur des fois d'une même chaîne. Mais c'est bon, ça fait partie d'une certaine forme de discours démocratique, donc pour eux, c'était très important d'avoir, donc non, ils nous ont pas mal reçus, sur le moment et donc ça va être capital pour la suite parce que ce que va raconter, il y aura ce que va raconter Siaka Traoré, mais il y a aussi de la famille Ziad, c'était très sobre et j'ai pas grand souvenir de choses particulières. Par contre, Siaka Traoré et surtout Muettine. Muettine va être très important puisque c'est pas pour rien que j'ai vraiment, au bout d'un moment, centré sur ce personnage survivant. C'est que Muettine, qui était quelqu'un qui parlait pas beaucoup, qui était très intérieur, il y a un moment où il me raconte donc cette fin, en fait, hein. Il me raconte ce qui est en train d'arriver et là, au fur et à mesure que je l'entends, que je le sens hyper ému, il y avait d'autres personnes autour de là. À ce moment-là, il y avait la famille Bouna, je crois. Enfin, il était pas tout seul, on n'était pas en tête à tête et je suis en train de l'écouter, je prends des notes et puis d'un seul coup, je suis là, je me dis: «Mais ce qu'il est en train de raconter là, c'est la fin, quoi». Je veux dire, il y a pas plus fort. Il y a pas plus fort que de tout ce que j'ai, il y a pas plus fort que ce qu'il est en train de me raconter et donc là, je lui dis, je m'arrête et je l'arrête, je lui dis: «Écoute, vraiment, tu prends ton temps et ce que tu viens de me raconter, pour moi, c'est la fin de mon film. Donc tu prends ton temps, tu me dis pas: "Oui, oui", là, maintenant, tu prends ton temps et tu me dis si tu es d'accord ou pas pour que la scène existe telle quelle tu viens de me la raconter». Voilà et donc même si tu es tenté de me dire: «Oui», non, tu me diras: «Oui» demain parce que je vais être sûr. Pourquoi? Parce qu'une fois que tu me dis: «Oui», je veux plus que tu me dises à rebours, à 2 mois de: «Ah ben, en fait, non, j'ai bien réfléchi», donc à partir du moment où tu me dis: «Oui», je ne reviendrai pas sur cette scène parce que tout va m'amener émotionnellement à cette scène. Donc je peux pas me permettre, d'un seul coup, 2 semaines après, «Ah bah non, en fait, j'ai réfléchi, Bien je sûr. pense que» voilà et là, tu es en train de me démonter le film Donc ça, à ce moment-là, il te raconte, ce qu'il a vécu, qu'on voit dans le film, donc la toute dernière scène ouais. et toi et sur place, tu te dis: «Ça, c'est la fin de mon film». Voilà, ouais, exactement. C'est comme ça que ça se passe, ouais. C'est vraiment, je me dis: «Il faut que j'arrive à amener» parce que d'un seul coup, pourquoi? Parce que quand il me raconte le truc, je me dis: «Là, il y a métaphoriquement les dégâts que représente un mensonge d'État».
C'est-à-dire que quand on raconte des grosses conneries, comme en ce moment encore on continue à le faire, des propos racistes à la télé ou quoi, ça a un impact. C'est pas simplement, «Oh là là, notre télé, elle est raciste». Ça serait à la limite pas grave, plus personne ne la regarde ou je sais pas quoi. Non, ça a un impact, ça impacte des gens, ça continue à être un objet quand même très important dans le salon, des foyers. Faut quand même en avoir conscience. Certes, internet est de plus en plus à côté un vrai rival, mais ça continue quand même à avoir une dimension officielle, une dimension de société, la télé. Et donc quand on tient des propos et qu'on raconte n'importe quoi, qu'on dit ouvertement des mensonges qui sont tenus a priori par des journalistes, encore une fois avec beaucoup de guillemets parce que j'ai beaucoup de respect pour la profession, ça a un impact. D'un seul coup, il y a des gens en face qui vivent des choses et ça les démonte. Et donc lui, il venait de perdre ses 2 amis, ses 2 meilleurs potes. Il les a vus cramer et là, d'un seul coup, on est en train de balancer n'importe quoi sur lui et ses amis et c'est relayé comme ça par des personnalités importantes. Le ministre de l'intérieur, le procureur, c'est quand même absolument pas rien. Lui, il vit ça dans sa chair. Et donc ça, d'un seul coup, bah, là, voilà, ça permet de faire un film. C'est-à-dire que c'est ça, tu vois, c'est pas un documentaire. Parce que mon obsession était aussi en quoi c'est pas un docu, en quoi c'est pas un reportage. On doit rentrer dans l'intime. C'est-à-dire à la fois, on doit avoir ce regard comme ça, qui va passer par un journaliste et cetera, qui vient de l'extérieur. Donc ça aussi, c'est de la fiction quand même, hein. Je fais exprès de prendre un journaliste, belge. Je fais exprès de m'inspirer du Bondi Blog, oui, mais derrière, ça permet de pénétrer aussi l'intime. Ça permet de rentrer dans, l'intime du frère Traoré, Siaka, qu'on voit parler dans le film et cetera. Je les vois beaucoup, ouais. Le frère de Bouna et cetera et puis là, bah, Mutine qu'on voit et cetera et on voit ce que ça a comme impact sur lui, ce que ça veut dire. Il n'a pas simplement vécu la perte de ses 2 camarades. Il vit aussi le rythme la société, puis donc il va voir les voitures cramées. À un moment, ça le démonte. Il dit: «Mais non, non, mais c'est pas ça non plus que je veux. Je veux pas non plus que la France soit à feu et à sang». Donc il se retrouve pris dans un paradoxe, mais c'est super injuste ce qu'on est en train de dire de nous, et en même temps, ça déclenche donc je comprends cette colère et en même temps, j'ai pas envie d'être, à l'origine en quelque sorte, et même Oui, parce que les flics lui disent directement, ils disent: «À cause de toi, il y a 13 bagnoles qui ont cramé». C'est, exactement. une des premières phrases qu'on lui dit, ouais. C'est ça, donc c'est vraiment, c'est extrêmement violent ce qu'il a vécu et d'un seul coup, je trouvais ça, légitime en tout cas. C'était pas pour lui, lui personnellement, je le connais toujours pas, hein, passé les interviews, j'ai pas gardé de contact avec lui, rien, hein, mais donc c'est pas une histoire de personne, je n'en ai pas devenu pote, loin de là. C'est une histoire d'être légitime. C'est une histoire là, il y avait une injustice légitime qu'il fallait réparer. Voilà, c'était objectivement injuste ce qu'il était en train de vivre et pour des raisons purement politiciennes. Il y a pas d'autre terme honnêtement, ça va vraiment avec, vous en avez marre de la racaille, on va vous en débarrasser. C'était extrêmement politicien, c'était fait pour être élu, pour qu'il soit élu. C'était flatter certaines choses, qui ont continué d'ailleurs. Il a ouvert le bal, hein, Sarko, hein, c'est quelqu'un, à qui j'en veux beaucoup, même, comme ça, par rapport à mon pays. Et c'est donc le film avait vraiment, il était fait pour ça. Il ne soit pas bon, ça n'a pas marché, hein, mais qu'il soit pas élu parce qu'on sentait bien qu'il allait faire du mal et ça a été le cas. Il a ouvert le robinet du populisme, un peu comme l'a fait George W. Bush aux États-Unis. On ouvre le robinet du populisme et hop, on y va et on y va joyeusement, ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est très difficile de faire sans. Cette scène climax, pour moi, elle cristallisait aussi, bah, un peu ce qu'il vivait au quotidien de, bah, les flics donc peut-être je raconte un peu quand même pour les gens qui ont pas vu. Donc il y a, Mouetine qui sort de l'hôpital, qui se rend, tout seul, au commissariat, dans un état un petit peu de enfin, je sais pas, il a l'air perdu et il fait une espèce de crise, je sais pas si on appelle ça psychotique ou quoi, mais il leur hurle dessus, «Bon, bah, maintenant je suis là, tuez-moi», quoi. Mmh. Et pour moi, c'est vrai que ça cristallisait ce truc de: «Mais vous faites que nous chercher dans la rue, vous venez nous emmerder, vous venez mais c'est quoi votre but final? Qu'est-ce que vous voulez chez nous, quoi? Bah, tuez-nous, quoi, tant qu'on y est et qu'on n'en parle plus». Et c'est vrai elle brise le cœur cette scène, donc c'était vraiment important pour toi, c'est ça que tu voulais retransmettre, avec ça, quoi? Ah oui, oui, c'est vraiment et là, pour le coup, c'est pas venu de moi, hein. C'est vraiment, ce qui est venu de moi, c'est d'avoir d'un seul coup, retenu, ce qu'il me raconte, en fait, hein. Mais, sur le moment,
Alors je sais pas après le déclic d'où il vient, mais c'est vrai que je cherchais une fin. Encore une fois, je l'avais pas. J'avais le début, j'avais l'accent central de l'histoire, le point de vue et cetera, dans cette, ce truc de déconstruction, mais j'avais pas la fin. Je savais pas comment j'allais terminer et pour moi, le climax, c'est pas simplement un climax, ne doit pas se résumer simplement à la résolution des intrigues. Un climax, il doit être aussi ce qu'Aristote appelle, dans la poétique, le point d'acmé. C'est-à-dire, le point émotionnellement le plus haut. Alors c'est pas forcément toujours au moment du climax, ça peut être un peu avant, ça peut être un peu après, mais il doit se trouver là à un moment, on doit être emporté émotionnellement et c'est là où j'avais un gros, gros souci, c'est que je ne savais absolument pas comment j'allais emporter émotionnellement le spectateur, simplement avec un journaliste qui regarde ça avec beaucoup de distance. Heu, alors ça me donnait le contenu, ça me donnait même la résolution. Il allait retourner en Belgique en se disant: «Bon, les choses sont beaucoup plus complexes que ce que je croyais quand je suis arrivé», puisqu'il y a toute une déconstruction et cetera. Donc mais émotionnellement, j'avais pas encore vraiment le truc et alors donc je pense que mon cerveau était très ouvert à ça, à tout ce qu'on pouvait me raconter. Je pense que j'étais très, très ouvert à l'idée, à dire: «Racontez-moi des trucs touchants parce que j'en ai besoin». Je pense, voilà, ça c'était très inconscient, mais je pense qu'il y avait mon esprit était très ouvert à ça et donc au moment où il me commence à me raconter ça, ah boum, là, je me dis: «Bah, ça y est, oui, j'ai le point d'acmé, je l'ai, voilà, ça y est, j'ai mon point d'acmé» et quelque part ma résolution en termes de climax, résolution d'intrigue, ça je l'avais avec le Oui, journaliste c'est donc presque un épilogue, en fait. C'est-à-dire que tout est résolu, on a compris l'histoire, et c'est cetera ça, et hop, il y a cette scène, c'est finale. ça, c'est ça, Et en fait, mais est-ce que tu voulais, c'était vraiment nous laisser, les spectateurs avec ce sentiment, bah, d'injustice d'une part, mais aussi de jusqu'à quand? Qu'est-ce qui va où est-ce qu'on va quoi? Comment on résout ce problème qui ne fait que s'enliser? Parce qu'on voit les flics qui continuent de s'énerver eux aussi de leur côté parce qu'on leur balance des cailloux à la gueule et cetera et donc ils sont eux aussi, victimes de leur propre système quelque part. mmh, Donc c'est vrai qu'on se demande: «Mais où ça va?» et cette scène, elle nous laisse vraiment avec cette question, oui, c'était vraiment, tout ça, ce ne sont pas que des discours, ça a des impacts. C'était ça que pouvait montrer une fiction que ne peut pas montrer parce que les caméras sont pas toujours là, et puis qu'on suit pas forcément des personnages et leur psychologie. Là, la fiction permet ça. Donc d'un seul coup, ça permettait de montrer la dimension destructrice qu'il peut y avoir dans les populations, racisées et dans les flics. Montrer à quel point, d'un seul coup, ça c'est pas que des discours. Quand tu dis, «Vous en avez marre de la racaille, on va vous en débarrasser» ou tu dis: «Il y a pas eu de course-poursuite» et que tu maintiens ce mensonge et cetera uniquement pour maintenir ton ego et maintenir un certain électorat, bah, ça a des impacts. Dans le réel, ça a des impacts. Comme disait Austin, le langage est performatif. Il y a quand même quelque chose, c'est pas juste, du discours avec un côté, creux. Ça résonne dans les vies, et c'était ça que les témoignages étaient en train de m'apporter. Que ce soit ceux de Siaka, que ce soit ceux de même du maire, hein, de Clichy à l'époque et cetera. Ça a des répercussions, c'est des vies derrière, donc c'est pas rien. C'est pas simplement, des personnages dans une lucarne qui disent n'importe quoi. Alors si on reprend un petit peu, tu as parlé, pas mal de fois du documentaire, donc du coup, pourquoi parler de cette histoire à travers une fiction? Donc c'est pour avoir ce côté émotion que tu as l'impression qu'on n'a pas dans un documentaire? C'est ça. Oui, oui, très clairement. C'est pas une histoire d'émotion, émotion au sens, pur, si tu regardes, Flic Flight Mergiture sur le Bataclan, c'est rempli d'émotions, hein. Moi, c'est un documentaire qui me fait chialer, très clairement, hein. J'ai Oui, ce que vraiment, j'allais dire, c'est que des documentaires qui voilà. font chialer, il y en a aussi, Donc ouais. c'est pas uniquement l'émotion, hein, il y a un suivi, c'est une démonstration qui passe par un suivi psychologique. Donc, tu peux avoir de l'émotion, ce sera pas la même émotion. L'émotion que tu vas avoir dans un documentaire, c'est d'un seul coup des vraies personnes qui sont en train de te raconter quelque chose, elles ont vécu, il y a une authenticité que pour le coup la fiction n'aura pas, hein, et l'émotion elle est, directement empathique quoi. C'est direct. C'est-à-dire que c'est une empathie directe. La fiction va amener un suivi psychologique. On va avoir un parcours, et un parcours, comment, par,
ce qu'Aristote appelle la catharsis, quoi. C'est-à-dire que tu rentres, par une sorte de mimésis, parce qu'un parcours, dans un documentaire, quelqu'un peut te raconter son parcours, mais il va te le raconter. Tu vas pas vivre son parcours, il va te raconter son parcours. Alors tu vas voir tout le truc, tu vas avoir l'imagination. À un moment, à un certain stade du parcours, il se met à pleurer parce que ce qu'il raconte est dur, violent, tout ça. À un moment, par empathie, tu te mets à pleurer aussi avec lui, et cetera. C'est ça l'émotion d'un documentaire. Il y a une mais tu pas la mimésis. Tu pas ce truc de suivre véritablement la personne dans, ses contradictions, dans les questions qu'elle se pose, dans un parcours psychologique. Tu vois ce que j'entends par parcours psychologique? C'est pas le même parcours. Il y a de la psychologie aussi dans un docu, mais tu ne suis pas par catharsis ce que la personne par mimésis, ce que la personne vit. Donc là, le but était véritablement de suivre le chemin psychologique du journaliste, le chemin psychologique de Muettine et le chemin psychologique de la flic. C'était ça véritablement et c'est là où c'est plus un docu. C'est là où c'est plus un docu du tout. C'est là où c'est une autre Et c'est proposition. une question qui s'est posée à un moment de faire un documentaire plutôt qu'une fiction? Non, 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 non. Même Fabienne, elle est pas partie là-dedans, pourtant elle fait beaucoup de docus, Fabienne a produit énormément de docus. Non, mais là, je crois qu'elle avait vraiment envie de ce que je suis en train de dire là. Elle attendait ça et moi, bon, évidemment que le docu ne n'a pas traversé l'esprit. J'en ai jamais fait, j'ai pas pour l'instant l'intention d'en faire, donc c'était soit j'étais capable de faire une fiction à partir de ce qu'elle me proposait, soit pas. Donc la question du docu ne s'est pas du tout posée. Donc, ouais, c'est un peu tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Il y a eu un travail de fictionnalisation des faits. Mmh. Donc ça, c'est parfait pour nous parce que ça parle vraiment de dramaturgie. Qu'est-ce qui rend, la dramaturgie dans un film ou non? Quels sont les choix que tu as dû faire pour fictionner, cette histoire? Bah, Les je parle peut-être de scènes que tu as, délibérément, enlevées ou rajoutées. Comment tu as abordé, ce problème-là? alors oui, les scènes que j'ai enlevées, c'est plus par rapport à une histoire de sujet. C'est-à-dire que d'un seul coup, comme je disais tout à l'heure, il y avait de la documentation qui m'envoyait, ailleurs. Donc le sujet était la déconstruction du discours officiel. Donc je devais rester là-dedans. Donc et f dès qu'on commençait un peu trop à, je sais pas moi, à parler de la condition des jeunes dans les banlieues ou ce genre de choses, ça pouvait y être, mais dans le cadre de la déconstruction, voilà. Dès que ça sortait du sujet, bah, j'étais obligé de les enlever, même si ça pouvait donner lieu à de très belles scènes, j'étais obligé de les enlever. Ensuite, sur les scènes rajoutées, il y en a très peu, mais il y en a quelques-unes. Elles étaient liées, en l'occurrence, celle, de la rencontre entre le journaliste et la flic, Thierry Godard et Nathalie Besançon, qui se retrouvent chez elle, et cetera. Ça, par exemple, c'est vraiment c'est des personnages conceptuels, donc évidemment, cette scène n'a jamais eu lieu. Jamais on m'a raconté, une histoire autour d'un journaliste qui a rencontré une flic chez elle. Bon bref, c'était véritablement de la pure fiction et là, c'était pour, c'était des scènes qui étaient nécessaires pour suivre le parcours psychologique des personnages et c'est là, encore une fois, où c'est de la fiction. Tu pas ça dans un docu. Mmh. Tu ne suis pas un parcours. Il te raconte un parcours, la personne, elle te raconte un parcours, mais toi, tu ne le suis pas et c'est d'ailleurs très intéressant, c'est que la fiction permet même parfois de faire un personnage qui te raconte quelque chose, alors que toi, tu es en train de voir que c'est autre chose qui l'habite. Ça, le docu peut pas le faire. Tu es obligé de croire véritablement ce que la personne te raconte. À la limite, tu peux faire une contre-proposition en prenant quelqu'un qui contredit ce que l'autre dit, et cetera. Tu peux faire ce genre de choses dans le docu, mais tu peux pas avoir quelqu'un qui est en train de se contredire entre ce qu'il fait et ce qu'il raconte. Ça, c'est le propre de la fiction, de pouvoir démontrer ce genre de choses. Donc, là, j'étais obligé de créer des scènes pour que mes personnages conceptuels ne soient pas que conceptuels et qu'ils existent quand même un minimum. Même si le personnage de Thierry Godard est sûrement le personnage un peu plus, le plus conceptuel des 3, que j'ai créé. Fallait quand même lui donner quand même quelque chose, amener un petit truc, autour de lui, sans que ce soit non plus, trop, pas comment le dire, j'ai employé un mot fort, mais un peu indécent. C'est-à-dire que le problème en lui racontant, trop un truc à lui, ce que Troubi appelle un ghost, et cetera, le fameux Nid, et cetera. En lui donnant trop de ça, ça devenait trop son histoire et plus assez
l'histoire, de la mort de ces 2 jeunes et donc là, ça pouvait amener à une forme d'indécence. Je dis ça parce qu'à un moment, j'ai essayé quand même de le nourrir beaucoup plus et là, le regard de Philippe, Tribois, le réalisateur, était vachement bien parce que des fois, il lisait et puis il me disait: «Tu sais, Lamarck, tu vas beaucoup trop loin sur le personnage, je sais que c'est pour bien faire, mais on s'en fout un petit peu, de l'histoire avec sa femme, sa fille ou je sais pas quoi», tu vois? Et il avait raison, tu vois? Ça devenait On indécent. a besoin qu'il reste un véhicule, de Oui. l'intrigue, quoi. Oui, voilà et donc d'où cette scène, par exemple avec, la rencontre, elle est émotionnellement intéressante et en même temps ça va pas trop loin. Je suis pas non Mmh. plus en train de faire une Bah, romance ça entre montre 2. que lui, finalement, il est droit, voilà, qu'il va pas tromper sa femme et Oui. faire des trucs, donc il va être droit aussi, j'imagine, dans son travail de journaliste, c'est ça que tu as voulu dire? Et la flic, ça l'humanise aussi dans ses, Voilà, exactement. C'est ça et elle, elle est en quête d'humanité, cette femme et c'est vraiment honnêtement ce que j'ai ressenti à partir de la flic, authentique. Elle est en quête d'humanité. C'est hyper et hyper de contact avec les ouais. on la sent vraiment très seule, quoi. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, c'est de la solitude, c'est incroyable. C'était vraiment, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le paradoxe, c'est que c'est un métier de corps, flic et en même temps, donc ils sont tous, on sent une espèce de besoin de se tenir les uns les autres, quoi, des fois pour le pire et en même temps, en fait, c'est des personnages un peu maudits dans la société, quoi. Ils s'en prennent plein la gueule, et en même temps, bah, ils vont dans des théories, dans des façons de penser qui donnent tout pour les battre, honnêtement, ça me donne absolument pas envie de les défendre donc et aujourd'hui encore moins qu'hier. Donc c'est très compliqué parce que je sais pas d'ailleurs ce que vaut le film de Guillaume Niclou sur, dossier je sais plus combien, sur l'IGPN là qui vient de sortir, mais ça c'est je pense qu'il y a vraiment matière, faut que j'aille le voir parce que je pense qu'il y a vraiment matière à faire quelque chose d'intéressant, sur, mais sans concession, d'expliquer un peu le problème qu'il peut y avoir, sans forcément prendre ces gens-là, pour des imbéciles. Mais par contre, bah, ce que ça véhicule en ce moment, ça fait beaucoup de mal et là, les politiques n'aident pas. C'est-à-dire qu'il est à trop créditer, ça n'aide pas. Je comprends qu'on défende un certain corps social, mais ils le font pas avec les hôpitaux, ils le font pas avec d'autres, l'éducation où sans arrêt ils tapent sur la gueule de tout le monde et que sur les flics où ils sont toujours en train de leur donner raison, peu importe ce qu'ils font. Il y a quelque chose qui va pas du tout. Oui, il y a une impunité, Oui. assez folle, ouais. Et même là, hein, Heu, les flics n'ont pas oui, été bien sûr. condamnés, hein, sur, Ziad Bouna. Oui, oui, mais ouais. Bon, on va pas partir là-dedans parce que Ouais. Non, 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 on tu va se raison. perdre, on va se Ouais. perdre. Alors donc, j'ai une question de Lise que je vais te relayer, qui elle, avait un petit regret. Elle trouvait qu'il y avait pas beaucoup de mixité, chez les flics. Donc, bon, tu l'as dit, tu voulais, avoir un film un petit peu à charge, tout en humanisant. On a ce personnage, de la flic, qui est très, très humaine. Voilà. Je te pose la question. Non, mais c'est une remarque intéressante et je vais faire un développement là-dessus, important. Alors d'abord, elle a totalement raison puisque la personne qui a donc servi, comme je disais, de représentation, et ben, c'était, une maghrébine. Donc c'était une flic maghrébine. Qui était beaucoup, beaucoup plus raciste que le personnage de Nathalie Besançon. Oui, parce que dans le film, elle est pas maghrébine. Elle est pas maghrébine et je l'ai pas fait j'ai pas dit la moitié, parce que je voulais qu'on garde quand même un minimum d'empathie, j'ai pas dit la moitié de ce que j'ai entendu. C'est tout juste, il fallait pas que tous les Arabes, rentrent chez eux et là, tu la regardes, quoi, tu vois? Et tu te dis: «Mais elle se rend compte de ce qu'elle est en train de me raconter, parce que tu vas rentrer aussi chez toi». Je sais pas où est chez toi, mais tu vas y rentrer puisque tu es en train de le dire. Bon, Mmh. comme le but était de faire parler cette personne et de pas porter un jugement, j'ai jamais à un moment, j'ai jamais laissé sous-entendre: «Mais tu te rends compte de ce que tu me racontes, quoi?» parce que là, je savais que ça allait friter et que bon donc c'est d'autant plus intéressant que le personnage qui a inspiré, enfin la personne qui a inspiré le personnage de Nathalie Besançon était maghrébine. Donc c'est pour ça, là aussi, faut pas non plus trop partir avec l'idée, les je sais pas, les noirs ou les maghrébins qu'il y a dans la police ne sont pas racistes puisqu'ils sont noirs et maghrébins, ils vont compenser, les blancs qu'il y a dans la police.
si on parle Oui, là-dessus. ça, c'est quelque chose d'intéressant à dire aussi, qu'il Alors y a aussi un racisme internalisé, chez les personnes racisées et qui peut être parfois pire exactement, parce que, bah, un peu comme les femmes dans des mondes d'hommes, on essaye de compenser en étant la exactement. plus sexiste possible et cetera. Et là, je suis obligé de dire: «Le film a 20 ans». Et je suis obligé C'est ta de petite carte, 2006. et ouais, je suis obligé parce que en fait, les choses ont beaucoup évolué. Il y a, au moment où j'écris ce film, c'est déjà énorme ce que je balance dedans. Faut pas oublier qu'on est quand même, pas très loin encore de la grande époque de Julie Lescaut et cetera et que, alors les choses ont franchement, les choses ont beaucoup bougé du côté de la police. Faut pas oublier justement la haine, hein, où, ils s'étaient très à charge sur la police et cetera. Ah, pour le coup, beaucoup plus que moi, hein, il s'agissait vraiment de Mais beaucoup plus fiction aussi. voilà, exactement. Mais c'était un film cinéma, et cetera et cetera. On n'était pas du tout dans la même, configuration, depuis depuis, il s'est passé, quand même, les gilets jaunes, il s'est passé internet et il s'est passé plein de choses qui font que les gens aujourd'hui sont un peu plus au fait quand même, entre le discours officiel puis ce qu'ils voient. Et on sait très bien, il y a eu des tas d'enregistrements, il y a eu des tas de lanceurs d'alerte, il y a eu des tas de flics qui ont travaillé dans la police, qui ont écrit des bouquins et cetera. Il y a des enquêtes Mediapart, c'était tout un tas de choses qui n'existaient pas, à l'époque. Et donc on est un peu plus à même de faire la part des choses entre ce que raconte, le discours officiel et puis les flics et puis, on est ce qui en est réellement et cetera. Donc là, en fait, le problème était que j'allais partir sur des gens, en plus très tôt, j'allais partir sur des gens qui allaient regarder ce film et qui ont une certaine image de la police. Et donc là, une certaine image. Et donc là, se joue quelque chose que j'ai découvert aussi à ce moment-là, et là aussi, le regard de Philippe Tribon m'a beaucoup aidé, sur le crédible et le réalisme. Et en fait, ce sont 2 choses différentes. Moi, j'avais accès à tout ce que Jean-Pierre Mignard m'avait fait partager, tout ce qu'il pouvait me faire partager évidemment, sur ce qu'il y avait à l'intérieur de cette affaire. C'était à charge sur la police, mais comme jamais. Et en l'occurrence, l'interrogatoire de Muettine. Mmh. On ouvre quasiment le film là-dessus. L'interrogatoire de Muettine, il est je sais plus combien il fait, 30-45 minutes, enfin bon, déjà on ne pouvait pas tout mettre et j'ai été obligé d'en enlever, mais d'en enlever Raphaël, beaucoup, beaucoup. Tout simplement parce que mais c'était pas crédible. Oui, parce que déjà là, on se dit quand même, ils y vont fort, Mais c'est alors rien. qu'ici, c'est largement en dessous de la vérité. Ah mais largement, mais vraiment, hein, largement. Ce que tu vois à l'écran, c'est 30. Ah oui, c'est C'est grave. odieux, odieux. Alors eux, ils ont été attaqués quand même, hein. Eux, ils ont été condamnés, eux, les 2 là. Eux, ils ont été condamnés. On ne sait pas comment ils ont réussi à rentrer, on ne sait pas. On ne sait pas s'ils ont procédé à l'intimidation, je n'en sais rien, s'il y avait des gens qui leur ont ouvert la porte comme ça. Le gars, il est quand même, sous morphine, enfin bon, c'est quand même complètement dément. Il est encore traumatisé parce que et on vient et on lui tient des propos, mais dégueulasses. Alors, Philippe m'en fait enlever. Il m'en fait beaucoup enlever et il m'a dit: t'inquiète pas Marc, ne crois pas, ça va être là, ça va être là». Bon. C'est là-dessus, je venais rajouter à tous ces propos, à tous ces que dedans, il y a aussi des racisés, que le personnage de Nathalie Besançon est une maghrébine. Il y a un moment, il y a un truc qui ouais, c'est bien, mais alors faut le traiter. C'est-à-dire que faut le traiter pourquoi? Parce que c'est pas dans l'imaginaire collectif du tout, du tout. C'est pas dans l'imaginaire collectif. Donc d'un seul coup, je suis obligé, si je commence à mettre ça, ça doit faire partie du film. C'est pas un truc qui, tu vois, par exemple, pour aller dans le sens que tu disais, une femme flic, ça va, c'est dans l'imaginaire collectif, tu vois? Donc j'ai pas besoin de le traiter et je pense que si on était dans les années 60, ah ben, il fallait le traiter. Il Mmh. fallait le traiter. Tu pouvais pas balancer ça comme ça, puis dire: «Ah bah si, c'est normal, c'est» voilà. Fallait le traiter. Or aujourd'hui, oui, les choses ont énormément évolué.
Je pense que les gens, je serais aujourd'hui écrire aujourd'hui, je pourrais beaucoup plus, parce que c'est dans l'imaginaire collectif, je pourrais beaucoup plus traiter d'un certain racisme, d'une violence gratuite, de mettre un personnage racisé qui tient des propos racistes. On sait que on sait que c'est là, on sait que ça existe. Franchement, en 2006, tout est possible, hein, mais ça aurait été un film cinéma. D'un seul coup, tu t'es obligé de le traiter vraiment, d'en faire un. Alors, c'est pas le sujet, j'insiste, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est la déconstruction d'une parole officielle. Donc, c'est pas, et les impacts que ça a. Donc, ça faisait rentrer des paramètres. Encore une fois, j'en avais d'autant plus conscience que la personne qui incarne, enfin, le personnage qui a inspiré est une personne racisée. C'était une maghrébine qui Vous tenait avez des fait le propos, choix de, voilà, qui tenait des propos dignes du FN. Voilà, avec des trucs complètement dingos quand tu la regardes et que tu l'entends parler, il y a c'est complètement dingo, complètement dingo. C'est tout juste, elle dit pas: «Oui, on a marre de tous ces arabes», c'était dingue. Enfin, c'est même pas, oui, elle le disait quasiment. Donc c'est dingue, mais tu vois ça d'un seul coup, tu te dis: «Ouais, mais là, je suis obligé de prendre deux trois scènes pour que ça passe». mmh. Non, ça fait un truc qui tombe comme ça, on aurait dit: «Mais enfin, pourquoi vous avez écrit ça?» Tu vois? Et d'autant plus à l'époque. Encore une fois, aujourd'hui, pourquoi vous avez écrit ça? Bah, parce qu'on sait que ça existe. 2006, c'est pas aussi évident que ça, pas du tout aussi évident que ça. Ouais, ça brouille le message, quoi. Tu as besoin quelque Oui, part de simplifier pour purifier, voilà, que ce oui, que tu as envie de dire, ce soit clair oui, et oui. Et donc j'ai parfaitement conscience de la critique, mais c'est intéressant parce que c'est une critique anachronique et c'est intéressant pour ça. Ça montre à quel point en 20 ans la société a évolué et pour le coup, c'est une bonne chose, en fait. C'est-à-dire que je suis content de cette critique. Non pas par rapport au film, mais par rapport au fait que, ah ben, quand même, c'est bien parce que à cette époque-là, ça se voyait pas. À cette époque-là, personne n'a posé la question. personne ne m'a posé cette question-là. Il y a des tâches comme ça, de vrai, personne, et ça dit quelque chose aujourd'hui. De dire: «Mais en fait, pourquoi tu l'as pas traité?» À l'époque, je pouvais pas le traiter. C'est-à-dire, faut toujours partir avec l'idée, c'est ce qui fait qu'un film vieillit. Ce qui fait, il faut faire très attention des fois à revoir des films et à se dire: «Oh là là, le regard des femmes dans ce film, ouais, il a été fait dans les années 50 mon gars». Heu, c'est très intéressant, c'est ce qui est traité dans Sambre. Le rapport qu'on a à un violeur, on n'est pas, en 1988 n'est pas du tout celui qui est tenu en 2018 et c'est ce qui est montré dans la série. Ça évolue, le regard évolue. Donc, il faut toujours faire attention à ces anachronismes qui, c'est très intéressant. Et ça, parce que par contre, le fait qu'on sente que c'est anachronique dit à quel point la société a évolué dans une certaine direction. Alors ça, c'est le bon côté de pouvoir remarquer ça. J'en suis content en fait, de se dire: «Ah putain, mais en fait, ça s'était pas traité». Et oui, non, difficile de traiter à l'époque. Et en même temps, bah, ça permet aussi de voir que la parole raciste, c'est beaucoup plus décomplexé aujourd'hui qu'il y a 20 ans, Mmh. quand le film est sorti. C'est des propos de dingos qui sont tenus à la télé. Alors sur des chaînes, on les connaît, mais aussi sur des chaînes qui sont beaucoup plus des chaînes généralistes. Ce que tu dis, après tout, c'est pas tenu par un milliardaire raciste. Pourquoi c'est sur cette chaîne-là? Parce que ça s'ouvre et Je les vais propos. expliquer qu'au moment où on enregistre, il y a eu les élections pour, la mairie qui sont passées il y a pas longtemps et voilà, si vous vous souvenez parce que l'épisode va passer dans quelques mois, donc voilà, faut que Ouais, les gens se souviennent de ce qu'on vient de vivre, ouais, de propos tenus à la télé qui sont en effet, complètement dingos, ouais, ouais, assez fou. Donc voilà, c'est pour ça que tu dis ça. ouais, exactement. Contextualisé. Même si à mon avis, on va s'en souvenir longtemps. Mmh. Oui, j'espère parce que j'espère que c'est pas quelque chose qui va rester comme ça, qui va passer comme une lettre à la poste. C'est vrai que c'est fou, mais c'est encore un autre sujet. Alors Oui. alors Ceci la dit, fin, le on en a racisme le racisme, qui était vécu dans les cités, il était là aussi et donc des fois, pour aller dans le sens de Lise, eux le vivaient, c'est pas montré dans le film, mais eux le vivaient aussi ce racisme-là avec de gens qui étaient, de la même couleur de peau ou enfin donc ça fait très, très bizarre. J'imagine pour eux, ce qui était vécu, c'était très, très bizarre.
Donc, Ah, c'est, oui, encore plus terrible, quoi. C'est que oui, vraiment on a personne à qui parler, quoi. c'est On n'a ça. pas de C'est ce qui amène à la solitude de Muettine aussi. Ouais. Salut à tous, c'est Raphaël du montage qui vous parle. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode jusque-là. Je vais être obligée de le couper en deux parce qu'il est bien trop long. J'avais proposé 2 formules sur les réseaux sociaux et vous avez choisi cette formule en 2 épisodes parce que vous êtes des rois et des reines. Je vous remercie beaucoup d'avoir voté, c'était sympa. J'en profite, pour vous engager à nous suivre sur les réseaux sociaux d'ailleurs parce que voilà, comme ça vous aurez toutes les petites infos en temps et en heure. Et donc, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de l'épisode avec Marc Herpoux, la deuxième partie. Et si vous aimez notre podcast, eh bien, n'hésitez pas à le partager, le commenter, mettre des petites étoiles sur la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Ça nous permettra de savoir que vous aimez notre travail et qu'on fait bien de continuer. Merci beaucoup à tous, à la semaine prochaine. Scriptology, lit podcast sur l'écriture de scénarios. Scriptology, on discute avec un auteur. Oh, Scriptology, c'est la fin, mais on vous donne rendez-vous. Scriptology, La semaine prochaine, avec nous.